Salut mes petits farfadets grisonnants et nostalgiques. Aujourd'hui on va se faire plaisir avec du lourd comme ma détermination à vous faire un gros plaisir nostalgique avec cet album Haredi des Vengeurs, album mythique, il n'y a pas d'autre mot pour le définir, sorti en octobre 1982 dans la collection Artimacolor Marvel Superstar, et vous l'aurez compris, parce que vous avez vu la miniature et que vous avez oublié d'être con, on va parler de l'incroyable épisode intitulé Le mystère de Wundagore, qui comme nous le savons et pas seulement de Marseille, révèle les origines de la sorcière rouge et de Vif Argent, alias Quicksilver, alias Petit Merdeux. Ne nous le cachons pas, c'est l'une des meilleures histoires de la série des Vengeurs. D'abord, faisons-nous du bien en nous frottant devant cette formidable et légendaire couverture réalisée par le grand Georges Pérez. Regardez comme c'est magnifique, c'est plus beau que le sexe. L'album Haredi regroupe les épisodes 185 à 187, j'ai pas failli le dire, des Vengeurs, et nous allons entrer dans les détails pas plus tard qu'après le générique. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te dis. Non, appelle remplacé. Appelle remplacé. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Le premier récit est donc tiré de l'Avenger 185 datant de juillet 1979, et vous n'étiez pas nés les filles, hein. L'histoire est écrite par David Michelini et dessinée par John Byrne, assisté à l'ancrage de Jen Day, un mec que tout le monde y s'en fout. Après quelques pages permettant de conclure l'épisode précédent, on entre dans le vif du sujet avec Wanda et son frère Pietro, alias la sorcière écarlate et Vif Argent, qui sont en voyage en Europe de l'Est pour enquêter sur leurs origines qui, il faut bien le dire, restent assez floues d'un auteur à l'autre. À ce moment-là de la série, on sait qu'ils sont les enfants de Wizard et de Miss America, mais également ceux de Django Maximoff et de sa femme. Bref, c'est pas très clair tout ça. Tu m'étonnes. Et c'est donc en transit oriental, visiblement en Bulgarie, où se trouvent Django et ses enfants, que les deux Vengeurs vont essayer de trouver des réponses. Et hop, rapidement, Wanda voit par une belle nuit débarquer dans sa chambre le sorcier Mordred, qui lui demande de la suivre sur le mont Wundagore, où elle apprendra la vérité sur ses origines. Ça fait quand même chelou cette intrusion nocturne. Tu te demandes si ça ne va pas finir à l'arrière d'un van ou d'une sacristie à sucer de l'hostie. Bon, on arrête un instant sur ces cases, car vous constatez que pour une raison inconnue, Wanda dort nue. Alors vous allez encore dire que je focalise sur les boobs de la PP et que j'ai encore le frétillant émoustillé, mais là justement il y a des choses à dire sur les coulisses de la BD. Il est évident que les auteurs ont voulu jouer dans le sex appeal avec Wanda, endormie complètement nue. Question coquinerie, les auteurs nous présentent de façon subrogative en tapinant le panneau suivant avec Wanda en train de sortir du lit, Mordred faisant apparaître magiquement son costume sur elle. Et alors? Mais tête d'ail, elle était en train de sortir du lit non seulement entièrement nue, mais avec ses jambes dans une position ouverte comme le fait souvent ma sœur, devant un parfait inconnu qui est apparu dans sa chambre. Ah ouais, maintenant que tu le dis. Avait-elle l'intention de le distraire avec une telle vue afin d'évaluer s'il était vraiment un ami, ou est-ce qu'elle voulait lui montrer son cru dans l'espoir de se faire téter le bouchon? Cela reste un mystère. Mystère, Wundagore, t'as compris la blague? Cette blague était de très mauvaise qualité. Vous imaginez la tronche de la Vision s'il se rendait compte que Mordred était à deux doigts de se barrer avec sa femme au Cap d'Agde. Et je pense qu'il aurait pété une durite, le synthétique. Selon John Byrne, Jim Shooter lui a spécifiquement fait remarquer à quel point les seins de la sorcière écarlate étaient gros. C'est-à-dire si ces quelques cases ont un peu perturbé la rédaction au niveau du zboob. Poursuivons l'intrigue pour nous rendre compte que Mordred n'a pas véritablement envie de lui retourner le potager et qu'il s'avère être un félon qui capture Wanda sur ordre d'un mystérieux adversaire qui a besoin de son corps. Ça se termine comme ça et c'est une très bonne première partie qui lance le suspense et l'intrigue de façon passionnante et incroyable. Incroyable! La deuxième partie de l'album, Haredi, s'intitule Wanda aux prises avec la magie. C'est tiré de l'Avenger 186 d'août 1979, toujours réalisé par la même équipe d'artistes, sauf à l'ancrage où c'est Dan Green, un mec qu'on s'en fout un peu. La vérité est levée sur les origines des deux jumeaux et les auteurs ont tout fait pour réparer les apparentes incohérences des récits précédents et ces incohérences passées sont expliquées d'une façon cohérente. Vous me suivez? Non. Pour essayer de faire simple, une femme de type Rockmouth, appelée Magda, est venue se réfugier chez le maître de l'évolution qui vivait à Wundagore. Elle s'était échappée des griffes d'un mystérieux mari qui avait d'étranges pouvoirs et le désir de dominer le monde. Juste après, Bob et Madeline, alias The Wizard et Miss America, sont arrivés et cette dernière a eu un enfant mort-né. On ne sait pas pourquoi toutes les femmes viennent accoucher sur le mont Wundagore, mais ça a l'air d'être vachement connu. Vachement connu? T'as compris la blague avec Bova? Non. Le maître de l'évolution, avec l'aide d'une humanoïde à cornes nommée Lady Bova, a substitué les jumeaux au bébé décédé. Mais comme Bob a appris que sa femme est morte en couche, il s'est éclipsé égaré par la douleur, et le maître de l'évolution a confié les deux bambins au gitan Django Maximoff. Les auteurs ont ainsi mis un terme aux nébuleuses incohérences des origines des deux jumeaux. Il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, un dessin de John Byrne dans le numéro 125 d'Uncanny X-Men en 1979 nous apprend que Magda est l'épouse de Magneto, faisant de lui le père de Vif Argent et de la sorcière sans qu'il le sache. Et alors après vérification
information, ce numéro des Avengers avec la référence à Magda est sorti le même mois que l'épisode 125 des X-Men, et d'après le site Mike's Amazing World, les deux récits sont sortis la même semaine, soit le 19 juin 1979. Ah bah ça alors pour une coïncidence? Bah non, c'est pas une coïncidence, Ted Die. Tout semble avoir été délibérément chronométré pour coïncider avec la fin de cet arc Avengers. Ça veut dire que c'est pas une coïncidence? Donnez un cookie à cet homme, il le mérite. Ta gueule! Mais il semblerait que ce n'était pas encore tout à fait clair pour les fans à l'époque, jusqu'à ce que ce soit confirmé dans Vision and the Scarlet Witch en 1982, qu'on a vu dans le récit complet Marvel correspondant. Cet épisode a délibérément envie de se débarrasser de l'idée que la sorcière écarlate et Quicksilver ne sont pas les enfants du Wither et de Miss America, chose confirmée dans le numéro 192 des Vengeurs par les auteurs, je les cite. Tout a commencé par une tentative de concilier les mystères de l'origine de Quicksilver et de la sorcière écarlate. La version précédente, dans laquelle Wither semblait être leur père, ne tenait pas compte d'un certain nombre de pièces du puzzle, notamment la raison pour laquelle un Américain nommé Bob nommerait son fils Pietro. Et bien d'autres références dans les récits qui s'en mêlaient les pinceaux, comme le vœu de Pietro à ses parents, c'est-à-dire le Wither et Miss America, tant morte en couche, qu'ils s'occuperaient de Wanda après leur mort, ou encore les souvenirs de Pietro, de leur père Maximoff sculptant des marionnettes. C'était assez bancal. Pour poursuivre avec l'épisode 186, les événements deviennent dramatiques lorsqu'un puissant adversaire de nature mystique se réveille. L'affreux Chthon, qui fout les jetons. Qui fout les jetons. Chthon, t'as compris? Non, bon j'arrête. Et qui n'est pas le genre à aspiner dans la dentelle, sorte d'entité démoniaque, balèze, enfermée depuis le 6e siècle par Morgan Le Fay et les adorateurs du Darkhold. Chthon prend possession du corps de Wanda, trop longtemps laissé en jachère pour pouvoir enfin la jardiner. Je suis pas sûr d'avoir bien compris ta métaphore là gros. Dépassé et ayant ras le couloir à lentilles, Vif Argent, qui devant Chthon fait sa propre huile d'olive après pression à froid, appelle les Vengeurs à l'aide. Et c'est ainsi que l'album Hardy nous propose l'étrange appel, récit chiadé tiré de l'Avengers 187 de septembre 1979. En anglais, le titre est The Call of the Mountain Thing, qui fait référence à la composition du compositeur Grieg dans La salle du roi de la montagne. Et ben oui, excusez-moi d'avoir de la culture. Les Vengeurs reviennent au secours des deux jumeaux et constatent que Wanda s'est visiblement fait amidonner le col. Quoi? Je veux dire qu'elle est sous l'emprise de Chthon. L'épisode nous permet d'expliquer plus en détail les pouvoirs de la super-héroïne et on comprend qu'il relève plus de la magie que par le passé. C'est également la première fois qu'elle est possédée et qu'elle se retourne contre ses amis. L'épisode est génial. Juteux! Il y a du suspense jusqu'au bout, l'intrigue est solide et la conclusion dramatique. Les Vengeurs entrent enfin dans la danse et ont un vrai rôle à jouer dans cette dernière partie. Ils arrivent à combattre Mordred et la sorcière écarlate possédée par Chthon, qui ont déjà vaincu Quicksilver et Django. L'équipe se rallie lorsque le Fauve, qui avait été séparé du groupe, arrive en armure wundagorienne complète. Chthon s'était déjà fait péter le stick par les chevaliers de Wundagore, alors quand il voit le Fauve, il panique croyant qu'il revienne, et cela donne au reste de l'équipe une chance de s'échapper. Les Vengeurs concentrent leur volonté sur la poupée de Scarlet Witch, fabriquée par Django, attirant l'âme de Chthon dans la poupée et libérant Wanda. Ils détruisent la poupée dans une avalanche. Le travail d'équipe a été payant pour faire entrer Chthon dans la poupée. Vous noterez, cher geek atteint d'andropause, que le Fauve, qui est généralement le bouffon de service dans les Avengers, souvent inefficace, à la fois physiquement et intellectuellement, joue enfin un rôle de vrai héros. Cependant, Django Maximoff meurt pendant la bataille. Ah! Et Wanda et Quicksilver n'apprennent pas qui est leur vrai père. Côté dessin, c'est un régal avec le style de John Byrne, un arc narratif et des dessins superbes. Le mystère de Wundagore est un chef-d'œuvre de la bande dessinée marvelienne qui a de quoi nous faire saloper la moquette. Contrairement aux journalistes de Libération, les auteurs de cette BD débordent de talent. Et j'avais envie qu'on se fasse pouic-pouic les enfants avec ce petit bijou. J'espère que vous aurez passé un moment aussi agréable que moi. N'achetez pas chinois, laisse pause blow et abonne-toi. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. À très bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, Abdel Razbassi. Abdel Razbassi. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Le cheval, c'est génial.